reprend avec donc le PDF. Donc, quand est-ce qu'on a dit, quand est-ce qu'une fonction est intégrable au sens de Riemann? C'est quand la limite de la somme de Darboux supérieure est égale à la limite de la somme de Darboux inférieure. Voilà. Avec ça, donc, on déduit que la fonction est intégrable. Donc, je prends une fonction continue. Si elle est continue sur un fermé borné sur AB, on l'a déjà vu, c'est qu'elle est uniformément continue. Qu'est-ce que ça veut dire uniformément continue? C'est-à-dire, à chaque fois que je prends deux points, xi et eta, donc pour tout epsilon, je peux trouver un delta tel que, à chaque fois que je prends deux points, xi et eta plus petit que delta, en valeur absolue bien sûr, la différence en valeur absolue plus petite que delta, je vais avoir f de xi moins f de eta plus petit que epsilon, ou bien plus petit que epsilon b moins a, ce que je veux ici. Bon, donc considérons une subdivision quelconque, donc on a une subdivision de AB, avec le pas plus petit que delta. Dans ce cas, la fonction est continue sur AB. Dès qu'elle est continue sur AB, c'est qu'elle est continue sur tout petit segment xi moins xi. Et donc, puisque c'est infermé, elle va atteindre sa borne inférieure et sa borne supérieure sur ce segment-là. Donc, je vais avoir f de xi égale petit mi et f de eta i égale grand mi. Mais xi et mi, ils sont dans xi moins xi. Et dans ce cas, la différence est plus petite que delta en valeur absolue. Parce qu'on a dit le pas est plus petit que delta. Et dans ce cas, j'aurai f de xi moins f de eta i, ou bien grand mi moins petit mi, va être plus petit que epsilon sur b moins a. Voilà, donc f de xi va être plus petit que epsilon sur b moins a. Et dans ce cas, quand on va prendre donc grand S indisto, c'est la somme de Darboux supérieure, et petit s indisto, c'est la somme de Darboux inférieure. Quand je vais faire la différence, puisque grand S, c'est somme de grand mi fois delta xi, et petit s, c'est somme petit mi fois delta xi. Donc la différence, c'est la somme grand mi moins petit m delta xi, qui va être égale à la somme f de xi moins f de eta i. Et cette différence, on sait qu'on a dit elle est inférieure à epsilon sur b moins a. Donc le tout, c'est inférieur à epsilon sur b moins a fois la somme delta xi. Mais la somme de delta xi, ça va être égal exactement à b moins a. On simplifie par b moins a, on aura epsilon. C'est-à-dire grand testo moins petit testo est inférieur à epsilon. C'est-à-dire tout simplement la limite est égale à 0. Et donc, la fonction est intégrable au sens de Riemann. Bon, bien sûr, dans ce cas, ici, on a toute fonction continue est intégrable sur l'intervalle AB fermé. Mais ça ne veut pas dire qu'il y a uniquement les fonctions continues qui sont intégrables. C'est possible d'avoir d'autres fonctions qui sont intégrables et qui ne sont pas continues. Exemple, donc, ici on va voir, toute fonction monotone sur un segment AB est intégrable au sens de Riemann. C'est-à-dire, si elle est croissante ou bien décroissante sur AB, elle est intégrable au sens de Riemann, même si elle n'est pas continue. Donc, il n'y a pas uniquement les fonctions continues qui sont intégrables au sens de Riemann. Enfin, pour la démonstration, donc même chose. Là, quand je fais la subdivision x0, x1, x2 jusqu'à xn, je sais que la borne inférieure sur xi moins xi, ça va être égal à f de xi moins a.
Et la borne supérieure, ça va être f de xi, parce qu'elle est monotone. Donc, quand je vais faire la différence des deux sommes de Darboux, bon, bien sûr, toujours, c'est la somme grand M i moins petit m i, et grand M i, on a dit, c'est f de xi, et petit m i, c'est f de xi moins 1. Donc, le tout, bien sûr, pour delta xi. Maintenant, je sais que delta xi est plus petit que delta tau, puisque delta tau, c'est le pas, et le pas, c'est quoi? C'est le maximum de delta xi. Donc, ça, je peux faire sortir le delta xi, c'est inférieur ou égal à delta tau, fois la somme de f de xi moins f de xi moins 1. Ça, c'est quoi? C'est f de x1 moins f de x0 plus f de x2 moins f de x1 plus f de x3 moins f de x2, ainsi de suite. Donc, il se simplifie. Il me reste uniquement le premier, f de x0, et le dernier, f de x1. C'est-à-dire f de x1, c'est b, et f de x0, c'est a. Donc, ça sera, cette somme-là, c'est égal à b moins a. Donc, ça va être égal, plutôt f de b moins f de a. Donc, ça va être égal à f de b moins f de a fois delta tout. Et donc, cette différence, la limite quand delta tau tend vers 0, ça va être 0. C'est-à-dire, de nouveau, f est intégrable quand on a une fonction croissante. Donc, même chose quand vous avez une fonction décroissante. Voilà donc, quelles sont les fonctions qui sont intégrables au sens de Riemann? À présent, donc, bien sûr, il y a d'autres. Ce qu'on vient de voir, c'est les fonctions continues et les fonctions monotones. Maintenant, on verra encore d'autres fonctions. Bon, avant de voir d'autres fonctions, on va voir maintenant les propriétés des fonctions. Propriétés des fonctions intégrables. Voilà, première propriété, si une fonction est intégrable sur un segment AB, alors elle est intégrable sur tout segment A1B1 qui est contenu dans AB. Bon, là, enfin, je ne vais pas faire les démonstrations, mais elles sont là. Je vais juste vous expliquer parce que, tout simplement, quand vous allez prendre une subdivision de A1B1, vous pouvez la prolonger en une subdivision dans AB. Et vous allez avoir l'intégrale sur AB est plus grande que l'intégrale sur A1B1. Et la limite va tendre vers 0. Enfin, la limite de la différence entre les deux sommes de Darboux supérieure et somme de Darboux inférieure. Bon, maintenant, si vous avez A strictement inférieur à B, strictement inférieur à C, si une fonction est intégrable au sens de Riemann sur AC, alors elle est intégrable sur AB et sur BC. Ça, c'est ce qu'on vient de voir, puisque AB est inclus dans AC et BC est inclus dans AC. Et on a l'intégrale de AC f de x dx, c'est égal à l'intégrale de AAB f de x dx plus l'intégrale de BAC f de x dx. Donc, si vous avez une fonction intégrable sur AC, vous prenez n'importe quel point entre A et C, voilà, B, c'est n'importe quel point entre A et C, alors vous aurez l'intégrale de A à C, c'est tout simplement l'intégrale de A à B plus l'intégrale de B à C. Bon, donc on peut aussi avoir
Là, on a dit, si une fonction est intégrable sur AC, je prends un point, alors elle va être intégrable sur AB et AC, et BC. Maintenant, si on prend A toujours inférieur à C, inférieur à B, et on prend une fonction intégrable sur AC et intégrable sur CB. Même chose, dans ce cas, elle est aussi intégrable sur AB, et l'intégrale de AB, c'est toujours l'intégrale de AC plus l'intégrale de C à B. Bon, là, on a des sommes algébriques de fonctions intégrables. Donc, vous avez l'intégrale de AB, f de x plus g de x dx. Ça va être l'intégrale de AB, f de x dx, plus l'intégrale de AB, g de x dx. Bon, bien sûr, attention ici, c'est l'intégrale sur le même intervalle. Donc, c'est l'intégrale de A à B. Partout, c'est l'intégrale de A à B. C'est-à-dire, l'intégrale de la somme, c'est égal à la somme des deux intégrales. Donc, même chose, si vous avez une fonction intégrable sur un segment AB, et c'est un nombre réel, alors l'intégrale de A à C, C fois f de x dx, c'est égal à C fois intégrale de AB f de x dx. Donc, quand vous avez une constante, vous pouvez toujours la faire sortir du signe intégral. Donc, même chose pour le produit, soit f et g, deux fonctions intégrables sur un segment AB, alors la fonction f fois g est aussi intégrable sur ce segment. Mais attention ici, on ne peut pas donner la forme de l'intégrale de f fois g. Tout ce qu'on sait dans le produit, c'est que le produit est aussi une fonction intégrable, c'est tout. Mais je ne sais pas comment trouver cette intégrale. Même si je connais l'intégrale de A, de f et l'intégrale de g. Connaissant l'intégrale de f et l'intégrale de g, je ne sais pas comment trouver l'intégrale de f fois g. Mais je sais qu'elle existe. Voilà. Le théorème donne uniquement l'existence. Bon, donc on a passé le... Il y a aussi le quotient qu'on doit voir. Non. Ouais. Si f est une fonction intégrable sur un segment AB, tel que la borne inférieure de valeur absolue de f soit strictement positive, c'est-à-dire f de x ne peut jamais s'annuler. Alors, 1 sur f est aussi intégrable sur ce segment. Donc, si vous avez f, c'est une fonction intégrable sur AB, la valeur absolue de f, enfin la borne inférieure de la valeur absolue de f est strictement positive. Dans ce cas, bien sûr, s'il est strictement positif, f ne peut jamais s'annuler. Et donc, 1 sur f est aussi intégrable sur ce segment. Bon, conséquence de cela, c'est si vous avez f et g, deux fonctions intégrables sur AB,
la borne inférieure de f en valeur absolue sur AB est strictement positive, alors la fonction f sur g est aussi intégrable sur AB. Bon, bien sûr, c'est une conséquence de cela. Pourquoi? Parce que tout simplement, f sur g, vous pouvez l'écrire, c'est f fois 1 sur g. F est intégrable. Comme g est intégrable, 1 sur g aussi est intégrable. Et donc, on a dit le produit de fonctions intégrables est aussi intégrable, c'est-à-dire f sur g est intégrable. Bon, là, c'est concernant les opérations. Même chose ici. Je sais que si f est intégrable, alors f sur g est intégrable. Mais je n'ai aucune méthode de trouver l'intégrale de f sur g. Il n'y a pas de méthode. Le théorème nous assure uniquement l'existence de l'intégrale de f sur g. Bon, maintenant, septième propriété, si vous avez une fonction positive et intégrable sur un segment AB, alors son intégrale est toujours supérieure ou égale à 0. Bon, bien sûr, parce que tout simplement, quand vous avez prendre la somme de Riemann, puisque f, donc delta xi, c'est un nombre positif, f de alpha i, c'est un nombre positif, et donc toute cette somme de Riemann est supérieure ou égale à 0. Et bien sûr, dans ce cas, la limite est supérieure ou égale à 0, et la limite, c'est tout simplement l'intégrale de f de x dx. L'intégrale peut être négative, Magie. Si la fonction est négative, on va voir maintenant, bien sûr. Si la fonction est négative, l'intégrale aussi peut être négative. C'est le théorème suivant. Ouais. Voilà donc. Bon. Voilà. Donc on a dit si une fonction voilà. Conséquence, donc on a dit si f est positive, alors l'intégrale de f est positive. Maintenant, la conséquence, si f et g sont deux fonctions intégrables sur un segment AB, tel que pour tout x, f de x est supérieur ou égal à g de x. Alors, l'intégrale de AB f de x dx est supérieure ou égale à l'intégrale de AB g de x dx. Parce que tout simplement, si vous allez mettre, donc voilà, f de x moins g de x est supérieur ou égal à 0. Et donc, d'après la propriété qu'on vient de voir, l'intégrale de f de x moins g de x va être supérieure ou égale à 0. Ce qui veut dire l'intégrale de f de x est supérieure ou égale à l'intégrale de g de x dx. Maintenant, si f est une fonction intégrable sur un intervalle AB, alors la fonction valeur absolue est aussi intégrable sur ce segment et on a la valeur absolue de l'intégrale est inférieure ou égale à l'intégrale de la valeur absolue de f. Ça, bien sûr, d'abord, enfin, donc, on peut d'abord montrer qu'elle est intégrable, et une fois montré qu'elle est intégrable, je sais que f de x est inférieur ou égal à la valeur absolue de f de x. Et donc, en utilisant ce qu'on vient de voir,
on va avoir l'intégrale de f de x est inférieure ou égale. Donc l'intégrale de f de x en valeur absolue est inférieure ou égale à l'intégrale de la valeur absolue. C'est-à-dire, si on fait entrer les valeurs absolues à l'intérieur, on va obtenir quelque chose de plus grand. Bon, donc, par définition, on va poser, donc jusqu'à présent, on intègre de A à B avec B strictement supérieur à A. Là, maintenant, on va poser par définition l'intégrale de A jusqu'à A, f de x dx est égal à 0. Si je prends B égale A. Donc, l'intégrale de A à A, n'importe quelle fonction de f, il est égal à 0. Là, c'est pour n'importe quelle fonction. Donc, toute fonction est intégrable sur de A à A. C'est toujours 0. Maintenant, si je prends une fonction intégrable sur AB, on pose l'intégrale de B à A f de x dx, c'est tout simplement moins l'intégrale de AB f de x dx, puisqu'on a défini uniquement l'intégrale de AB avec B supérieur à A. Maintenant, si j'inverse les bornes d'intégration, c'est-à-dire l'intégrale de B à A, par définition, c'est tout simplement moins l'intégrale de A à B. Bon, là maintenant, c'est le théorème de la moyenne. Là, je vous laisse le voir tout seul. C'est des propriétés des intégrales. Voilà, premier théorème de la moyenne. Par exemple, comme je vous ai dit tout à l'heure, je ne sais pas comment calculer l'intégrale de produit de deux fonctions. Donc, si vous avez f et g deux fonctions intégrables sur AB, alors l'intégrale de f fois g est aussi intégrable sur AB. Si vous avez f de x est comprise entre petit m et grand M, et la fonction g, elle est tout le temps positive ou bien tout le temps négative sur AB, donc il existe un nombre mu entre petit m et grand M, tel que cette intégrale soit égale à mu fois l'intégrale de a à b g de x dx. Mais encore, autre, le mu, on ne sait pas comment le trouver. Le théorème vous dit uniquement l'existence. C'est-à-dire, l'intégrale de f de x fois g de x est égale à un nombre qui est compris entre petit m et grand M, multiplié par l'intégrale de g de x dx. Mais je ne sais pas comment trouver mu. Là, donc le théorème donne uniquement l'existence. Il ne donne pas comment trouver le... notre théorème. Ouais. C'est une conséquence de cela. Donc, si vous avez f et g deux fonctions intégrables sur un segment AB, bon, bien sûr, automatiquement, on a vu le produit est aussi intégrable. Si la fonction g garde le même signe sur AB, c'est-à-dire g est toujours positive ou bien toujours négative sur AB, et la fonction f est continue sur AB, alors il existe alpha appartenant à AB tel que l'intégrale de f de x fois g de x dx égale à f de alpha fois l'intégrale de AB g de x dx. C'est-à-dire, à la place de mu, qui est là-bas, on a le mu, il est égal à f de alpha. Je dois préciser un peu, c'est quoi le nombre mu? C'est f de alpha avec alpha appartenant à AB. Bien sûr, on a ajouté la continuité de f. Bien sûr, en particulier ici,
si vous prenez g de x égale à 1, si vous prenez g de x égale à 1, donc l'intégrale de f de x fois g de x, c'est tout simplement l'intégrale de f de x dx. Ça va être égal à f de alpha fois l'intégrale de ab g de x. Mais g de x est égal à 1. Et donc l'intégrale de ab g de x dx est égale à b moins a. Et donc vous aurez l'intégrale de a b f de x dx, c'est égal à f de alpha fois b moins a. Voilà. Donc, c'est quoi les hypothèses qui vous permettent de dire ça? Si vous avez f est une fonction continue, si vous avez f est une fonction continue, là, il y a la fonction continue sur AB, bien sûr dans ce cas elle est intégrable, alors l'intégrale de a à b f de x dx est égale à f de alpha fois b moins 1. Vous voulez ça, c'est un cas particulier toujours du théorème de la moyenne. Mais souvent, c'est ce qu'on rencontre. C'est l'intégrale de a b de x dx, c'est égal à f de alpha fois b moins 1. Là, c'est l'intégrale des fonctions continues par morceau. Je ne vais pas m'attarder ici. C'est quand vous avez une fonction. Donc là, on a vu, ouais, on peut le voir. Donc, c'est quoi une fonction continue par morceau? Sur un segment, donc il existe une subdivision, c'est-à-dire vous divisez l'intervalle AB en petits segments, tel que la fonction soit continue sur x et moins xi. C'est-à-dire elle est continue sur chaque petit segment, mais elle peut ne pas être continue sur AB. C'est-à-dire qu'il y a des points où elle n'est pas continue. Mais ce qu'on ajoute, là où elle n'est pas continue, c'est des points de discontinuité de première espèce. C'est-à-dire la limite à gauche existe et la limite à droite existe. Bon, bien sûr, là c'est juste un terme. Voilà. Et donc le théorème, c'est encore on trouve d'autres fonctions. Donc au début, on a vu quelles sont les fonctions intégrables au sens de Riemann, les fonctions continues, les fonctions croissantes, les fonctions décroissantes. Et là maintenant, on ajoute les fonctions continues par morceau. Si je prends une fonction sur AB, il y a des points où elle n'est pas continue. Il y a 2, 3, ça dépend. Il y a un certain nombre de points où elle n'est pas continue sur AB, mais en chaque point de discontinuité, c'est un point de discontinuité de première espèce. C'est-à-dire la limite à gauche existe et la limite à droite existe de f. Dans ce cas, la fonction f est aussi intégrable au sens de Riemann. Donc toute fonction continue par morceau sur un segment AB est intégrable au sens de Riemann. Une fonction continue par morceau, d'accord. Bon, là, c'est des inégalités. Donc, inégalité de Holder, c'est l'intégrale de a à b f de x dx, donc en valeur absolue, le produit, c'est inférieur ou égal à l'intégrale de a à b f de x en puissance p, le tout en puissance 1 sur p, fois l'intégrale de a à b g de x en puissance q, le tout en puissance 1 sur q. En particulier, si vous prenez par exemple p égale à 2, q égale à 2, donc vous aurez l'intégrale
de AB f de x fois g de x en valeur absolue est inférieur ou égal à l'intégrale de f de x au carré, le tout racine carrée, fois l'intégrale de a g de x au carré, le tout racine carrée. C'est-à-dire, si je fais passer la racine carrée de l'autre côté, c'est-à-dire l'intégrale de a b de x d fois g de x dx, le tout au carré, va être inférieur ou égal à l'intégrale de f au carré fois l'intégrale de g au carré. Donc ça, c'est ce qu'on appelle l'inégalité de Holder. Je sais pas. Et aussi, on va voir une autre inégalité, puisqu'on a commencé à parler des inégalités. Il y a l'inégalité de Holder et l'inégalité de Minkowski. Voilà. Donc, inégalité de Minkowski. Donc, tout à l'heure, on avait ici le produit, et là, maintenant, c'est la somme. Donc, l'intégrale de f de x plus g de x en puissance p, par exemple, au carré, et en puissance ici 1 sur p, donc c'est en puissance 1 demi, est inférieure ou égale à l'intégrale de a b de f de x en puissance p, de tout en puissance 1 sur p, plus l'intégrale de a b g de x en puissance p, de tout en puissance 1 sur p. Donc, j'ai dit, par exemple, si vous prenez p égale à 2, l'intégrale de la somme au carré, le tout en puissance, le tout racine, c'est inférieur ou égal à la racine de l'intégrale de f au carré plus la racine de l'intégrale de g au carré. Ça, c'est ce qu'on appelle donc l'inégalité de Minkowski. Voilà. Donc, je passe maintenant à la continuité par rapport aux bornes d'intégration. Voilà, si je prends par exemple une fonction f intégrable sur AB. On a dit, si elle est intégrable sur AB, alors elle est intégrable sur AX, quel que soit x entre A et B. Pourquoi? Parce que AX est inclus dans AB. Et on a dit, si elle est intégrable sur AB, alors elle est intégrable sur tout segment inclus dans AB. L'intégrale donc de AX f de t dt est bien définie. Elle existe, c'est un nombre. Donc, on considère la fonction grand F, qui est définie sur AB, par grand F de x est égal à l'intégrale de A à x f de t dt. Donc, attention, la variable ici, ce n'est pas t, c'est x. T, on l'appelle la variable muette. Elle disparaît. Quand on calcule l'intégrale, il n'y a plus de t. Par contre, on aura un x. Donc, grand F de x, c'est l'intégrale de a à x, f de t dt. Donc, la fonction f est appelée intégrale à borne supérieure variable. C'est-à-dire, il y a le x qui varie. C'est une intégrale avec la borne variable, la borne supérieure. C'est possible d'avoir aussi la borne inférieure variable. Par exemple, l'intégrale de x à b. Mais là, on considère la borne supérieure et la borne inférieure, elle se traite de la même manière. Bon, donc, si f, petit f là, est une fonction intégrable sur AB, bien sûr, alors la fonction grand F, définie par donc, la formule 33, par cette formule-là, est continue sur ce segment. Donc, grand F est une fonction continue. Voilà, je vais parler un peu de la démonstration. Voilà. Donc, on prend un point quelconque sur AB. Et on montre grand F et continue en ce point. Donc, bien sûr, je prends delta x tel que x plus delta x est dans AB.
Donc la relation 33, la relation qu'on vient de voir, d'après cette relation, quand je prends f de x plus delta x, ça va être égal à l'intégrale de a jusqu'à x plus delta x. Parce que grand f de x, c'est l'intégrale de a jusqu'à x. Et donc l'intégrale, donc f de x plus delta x, c'est l'intégrale de a jusqu'à x plus delta x. F de t dt. Ça va être égal à l'intégrale de a à x, f de t dt. Ça, on a dit, on va le prendre. C'est a jusqu'à x, et après de x jusqu'à delta x. On a déjà vu la deuxième propriété, quelque chose comme ça. Donc, c'est l'intégrale de a x f de t dt, plus l'intégrale de x à x plus delta x f de t dt. La première intégrale, c'est grand f de x, donc plus l'intégrale de x à x plus delta x f de t dt. Par suite, on aura un delta f qui est égal à f de x plus delta x moins grand f de x, c'est égal à tout simplement cette intégrale. Puisque moins grand f, donc on enlève le grand f, il nous reste uniquement cette intégrale. Bon, on a f est intégrable sur AB. On sait que si f est intégrable sur AB, automatiquement, elle est bornée. C'est la condition nécessaire pour qu'une fonction soit intégrable. Donc, il est borné sur AB, donc il existe une constante grand M telle que f de x inférieur ou égal à grand M, quel que soit x appartenant à AB. Dans ce cas, je regarde le delta f, ça va être cette intégrale, donc en valeur absolue, c'est cette intégrale en valeur absolue. On a dit, si on fait entrer les valeurs absolues à l'intérieur, on va l'avoir inférieure ou égale à l'intégrale de la valeur absolue. Et celle-là, c'est inférieur ou égal. Donc, f de t, je sais qu'il est inférieur ou égal à grand M. Donc, inférieur ou égal à grand M, à l'intégrale de grand M fois dt, parce que f de t, on a dit, il est inférieur ou égal à grand M, en valeur absolue. Et là, je peux faire sortir maintenant le grand M. Et donc, c'est inférieur ou égal à grand M fois delta x. Au juste, c'est égal. Quand on fait sortir le grand M, on aura l'intégrale de x à x plus delta x. C'est égal à delta x, puisque c'est l'intégrale de 1. Donc, c'est tout simplement la longueur de l'intervalle. Et donc, ça veut dire la limite de delta f est égale à 0, c'est-à-dire tout simplement f est continue sur AB. Donc, même si petit f n'est pas continu, il suffit qu'elle soit intégrable pour avoir grand f continu. Par contre, ce qu'on verra, on ne peut pas l'avoir tout le temps dérivable, grand f. C'est ce qu'on va voir maintenant, dérivabilité. Quand est-ce que grand f est dérivable? On ne peut pas avoir toujours grand f dérivable. Donc, si f est une fonction intégrable sur le segment AB et continue en un point x0 appartenant à AB, alors grand f défini sur AB par grand f de x égale à l'intégrale de a x f de t dt est dérivable au point x0. Et on a la dérivée, c'est tout simplement petit f. Bon, bien sûr, on a ajouté la condition petit f est continue au point x0. Si elle n'est pas continue au point x0, on ne peut pas dire que grand f est dérivable au point x0. Tout ce qu'on peut dire, elle est continue. C'est tout. Donc, même chose pour la démonstration, elle se fait de la même manière. On calcule delta f sur delta x, on calcule la limite. Il faut montrer que cette limite existe et elle est égale à f de x0. Avec bien sûr delta f, c'est f de x0 plus delta x moins grand f de x0. Et il faut que x0 plus delta x soit dans AB. Sinon, on ne peut pas travailler, on ne connaît pas parce que la fonction est définie uniquement sur AB. Voilà, donc c'est juste l'écriture.
Voilà. Donc, je passe maintenant on va voir comment calculer l'intégrale de Riemann. Donc, théorème 9, toute fonction f continue sur un segment AB admet sur ce segment une primitive et de plus, toute primitive de f sur AB est de la forme l'intégrale de ax f de t dt plus c. Bon, bien sûr, on a vu que, donc on a pris petit f et les continues, et on sait que grand f, ou bien là je l'ai pris grand phi, ou bien grand f, c'est la même chose, qui est égal à l'intégrale de ax, on a dit, elle est dérivable quand f est continu. Et sa dérivée est égale à petit f. Et dans ce cas, phi est une primitive de petit f. Et bien sûr, on a vu déjà, concernant les primitives, dès qu'on a une primitive, toute autre primitive, ça va être à cette primitive plus une constante c. Voilà. Donc voilà, donc soit f une fonction continue sur AB, alors elle est intégrable sur AB, d'après le théorème qu'on vient de voir. On aura grand f de x égale à l'intégrale de ax f de t est dérivable sur AB, ouvert, et sa dérivée est égale à f de x. Donc grand f est une primitive de petit f. Et bien sûr, toute autre primitive phi, ça va être égal à grand f plus c, c'est-à-dire à l'intégrale de ax f de t dt plus c. Donc maintenant, on va voir le théorème fondamental. C'est la formule de Newton-Leibniz, c'est-à-dire comment trouver l'intégrale d'une fonction f. Donc, soit f, une fonction continue sur un segment AB, si phi est une primitive de f sur ce segment. N'importe quelle primitive. Il suffit d'avoir une primitive de petit f. C'est-à-dire la dérivée de grand phi est égale à f sur AB. Alors, l'intégrale de a à b f de x dx, c'est égal à phi de b moins phi de a. Voilà comment calculer l'intégrale de Riemann. Donc, il suffit de calculer la primitive de f pour déduire l'intégrale de a b f de x dx. Bon, bien sûr, au début, on vous a dit, on utilise les sommes de Riemann, les sommes de Darboux et tout. Là, c'est juste pour voir c'est quoi exactement ces dérivés de Riemann. Quand on a utilisé les sommes de Darboux et tout, c'est pour voir exactement c'est quoi cette intégrale, plutôt cette intégrale de Riemann. Maintenant que vous voyez c'est quoi l'intégrale de Riemann, pour le calcul, vous n'avez pas besoin d'utiliser les sommes de Riemann ou bien les sommes de Darboux. Vous utilisez directement cette formule-là. Mais bien sûr, attention, c'est uniquement quand f est continu. Il faut avoir petit f continu pour avoir l'intégrale de ab de x dx, c'est égal à phi de b moins phi de a. Si elle n'est pas continue, ça ne veut pas dire que vous aurez, c'est pas sûr que vous aurez la formule. Et donc, c'est cette formule qu'on appelle formule de Newton-Leibniz. Bon, là, la démonstration elle est très simple. Donc, vous avez grand f de x, c'est égal à l'intégrale de a x f de dt. Ça, c'est une primitive. D'après le théorème 9, donc grand f est une primitive de petit f sur AB, et toute autre primitive grand phi de f vérifie la relation. L'intégrale de f, c'est égal à phi de x plus c. Parce que, on a dit, toute autre primitive, il suffit d'ajouter c. Avec, bien sûr, quel que soit x appartenant à AB. Maintenant, si on pose x égale à a, puisque ça c'est valable quel que soit x appartenant à AB. Si on pose x
égale à A. Donc, je vais avoir l'intégrale de A à A. Mais l'intégrale de A à A, on a dit c'est égal à 0. Donc, je vais avoir ici 0, c'est égal à phi de A plus C. Et dans ce cas, C, ça va être quoi? Ça va être tout simplement C égale moins phi de A. Et donc, en remplaçant C par sa valeur, qu'est-ce qu'on obtient? On obtient l'intégrale de AX f de t dt, c'est égal à phi de x moins phi de A, quel que soit x appartenant à AB. En particulier, si on pose x égale à b, on aura l'intégrale de a à b f de t dt, c'est égal à phi de b moins phi de a, avec phi de... Voilà, c'est égal à phi de b moins phi de a, avec phi une primitive quelconque. Par exemple, l'intégrale de 0 à 1 x dx, je prends une primitive de x, ça va être par exemple x au carré sur 2. Donc au point A, elle vaut 1 sur 2, moins la primitive en 0. En 0, ça vaut 0. Donc c'est 1 sur 2 moins 0. Et ça va être égal tout simplement à 1 demi. Voilà, donc je vous ai dit, ça c'est valable uniquement pour les fonctions continues. Ça. Mais il y a certains cas où cette formule de Leibniz reste vraie. Donc on dit si f, par exemple, soit f une fonction intégrable et grand F une fonction continue sur AB. C'est un petit f, elle est intégrable sur AB, et grand F continue sur AB. Bon, bien sûr, petit f peut ne pas être continu. Si elle est continue, il n'y a pas de problème, c'est ce théorème qu'on vient de voir. Là, ce qu'on regarde, c'est quand petit f n'est pas continu. Si f' de x égale f de x sur AB, sauf on a un nombre fini de points. C'est-à-dire, là où f est continu, je vais avoir f' de x, bien sûr, est égal à f de x. Pas de problème. Mais ailleurs, je ne vais pas avoir f' de x égale f de x. Là où f n'est pas continu. Alors, la formule de Newton est aussi vérifiée. C'est-à-dire l'intégrale de a b de x dx égale à grand F au point B fois moins grand F au point A. Bien sûr, ça c'est juste, on l'a ajouté, mais ce que vous allez utiliser, vous, c'est quand F est continu. Si elle n'est pas continue, donc il faut diviser l'intégrale. Si par exemple, elle est continue sur 0,1, sauf au point 1,5. Au point 1,5, elle n'est pas continue. Qu'est-ce que vous allez faire? Vous calculez l'intégrale de 0 à 1,5 et vous calculez l'intégrale de 1,5 à 1. Puisque sur 0 à 1,5, elle est continue, sur 1,5, 1, elle est continue, et donc, vous allez faire la somme des deux intégrales. Quand elle n'est pas continue, donc, c'est-à-dire quand elle est continue par morceau. Vous n'allez pas utiliser cette formule de Leibniz sur AB, mais vous allez l'utiliser sur chaque segment où petit f est continu. Bon, il y a aussi toujours le théorème de la moyenne que vous pouvez rencontrer souvent, enfin, dans la suite. Là, tout ce que je peux encore ajouter, c'est l'application de ces fonctions-là, enfin de ces notions de l'intégrale de Riemann. Voilà donc
Bon, aujourd'hui, on ne peut pas les faire, mais je vais juste parler un peu de ces applications. Par exemple, vous avez une courbe. Vous avez par exemple un cercle. Un cercle, par exemple, à quoi est égale la longueur du cercle. Là, avec l'intégrale, on peut le trouver. Donc, on peut trouver à quoi est égale la longueur d'un cercle. C'est ce qu'on appelle longueur d'un chemin. Ou bien encore une autre application, c'est la surface. Bon, bien sûr, d'habitude, on vous dit toujours l'intégrale l'intégrale, c'est une surface. Non, ce n'est pas tout le temps l'intégrale d'une surface. Bien sûr, elle peut représenter une surface. Donc, par exemple, voilà la surface du cercle. Enfin, la prochaine fois, on verra comment trouver. Donc, d'abord, ce qu'on verra à l'aide de ces intégrales. Comment trouver la longueur d'une courbe. Donc, par exemple, vous avez un cercle. Comment trouver la longueur de ce cercle en utilisant les intégrales de Riemann. Comment trouver la surface d'un cercle. Donc, la surface d'un cercle, vous avez, c'est égal à pi r carré. Et là, avec les intégrales de Riemann, on vous montre comment trouver l'âge d'un cercle, mais en général, quand vous avez donc le graphe d'une fonction, la surface comprise entre le graphe d'une fonction, l'axe des x et de droite x égale à a et x égale à b. Donc on verra comment les trouver. Et enfin, la troisième application qu'on va voir, c'est ce qu'on appelle volume d'un solide de révolution. C'est quoi ça? Quand vous prenez une surface, par exemple, vous prenez un demi-cercle. Un demi-cercle tracé sur, enfin, je ne sais pas, un demi-cercle que vous tracez et vous le faites tourner autour d'un axe, de l'axe des X par exemple. Qu'est-ce que vous allez engendrer? Vous allez engendrer la boule. Vous allez engendrer, là, chaque fois ça ne marche pas. Donc, je répète, vous allez engendrer la boule. C'est-à-dire vous allez engendrer le volume de la sphère. Et là, avec les intégrales de Riemann, Monsieur, votre micro est coupé.
Donc, je répète, vous pouvez m'envoyer des questions si vous avez des questions à me poser. Vous essayez de, vous m'écrivez, vous m'envoyez tout ce que vous voulez, donc toutes les questions que vous voulez, vous m'envoyez, je vous répondrai. Voilà, donc à lundi prochain. Je ne sais pas lundi prochain, est-ce qu'on aura distanciel ou bien présentiel. Je pense que ça va continuer encore à distance. Voilà. Donc, à lundi prochain.